Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et notre présentateur d'aujourd'hui sera Max Maury Martineau et le webinaire sera sur processus de développement visuel d'un élément de décor sur Clip Studio Paint. Avant de commencer la présentation, voici quelques informations concernant notre webinaire. Le webinaire durera 1 heure. Les panélistes seront les seuls qui peuvent utiliser leur microphone. La séance de questions et réponses aura lieu pendant les 15 dernières minutes du webinaire. Les participants peuvent poser des questions dans la zone de questions immédiatement. Nous essayerons de répondre à toutes les questions, mais notre temps est limité. Le webinaire sera enregistré en vidéo. L'enregistrement vidéo sera partagé sur les réseaux sociaux et par email. Les panélistes sont Mario Quiñones, moi-même, et Max Maury Martineau. Pour ceux qui ne connaissent pas notre logiciel de création Clip Studio Paint, Clip Studio Paint est la meilleure solution pour les illustrations, bandes dessinées, mangas et d'animation. Consultez notre site web ci-dessus où vous trouverez des renseignements supplémentaires. clipstudio.net/fr et graphicsly.com/fr. Et nous aimerons que vous partagez vos Instagram Stories avec les hashtags webinaire, @maxtronaut, @graphicsly, @wacom et @clipstudioofficiel. Max Maury Martineau est un concept artiste basé à Lyon. Après avoir travaillé dans l'animation en 2020 Transformers, il est rapidement tourné vers la production de jeux vidéo en tant que freelance. Supermassive, Upright Games. Il est maintenant depuis 2 ans au sein du studio Pastec Games en tant que designer d'environnement. Et maintenant, je vais passer le contrôle à Max et la présentation sera sur le processus de développement visuel d'un élément de décor sur Clip Studio Paint. Merci beaucoup. Ok, bonjour à tous, enfin bonsoir. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu mon process. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille dans l'industrie du jeu vidéo et de l'animation. J'ai pu expérimenter différentes techniques et différents styles, différents studios, à la fois dans l'animation et dans le jeu vidéo. Euh, donc j'ai essentiellement travaillé pour du jeu vidéo en top-down, mais aujourd'hui je vais me concentrer plutôt sur la partie VizDev dans l'industrie. Donc ça va être du développement d'idées et de concepts pour une production quelconque. Ça peut s'adapter à l'animation, le cinéma ou le jeu vidéo. Et l'idée, c'est qu'on va se focaliser plutôt sur le procédé et comment je réfléchis mes concepts. Euh, dans le jeu vidéo, on a des contraintes techniques qui sont assez fortes. Aujourd'hui, on va pas se focaliser là-dessus, on va plutôt se focaliser sur le développement d'une idée, comment on a un petit brief plutôt simple dans le cadre de cette démonstration et comment on va l'exploiter pour essayer de l'emmener le plus loin possible. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de conceptualiser une maison de chauve-souris. J'ai pris un sujet qui était relativement simple pour que ce soit pratique à expliquer et intuitif pour vous aussi à comprendre. Donc voilà, on va commencer avec la première planche. Je suis parti d'un micro-brief que je me suis fait moi-même euh, avec des contraintes, comme dans tout ce qu'on conceptualise dans l'industrie. Euh, Très souvent, il y a des contraintes. Et le travail du concept artiste, ça va être comment est-ce qu'on fait des propositions à un client et de la recherche, surtout en visual development. Euh,
Donc comment on fait ces recherches pour comment dire, pour réussir à respecter les contraintes qui nous sont imposées. Souvent, les contraintes sont imposées par un creative director ou un directeur artistique. Donc voilà. Euh, dans le jeu vidéo, on a beaucoup d'autres métiers qui se mélangent avec, comme le level design, euh, la contrainte de caméra et plein d'autres choses. Mais aujourd'hui, on reste sur de l'image. Voilà, donc on part du principe qu'on va designer une maison qui a des contraintes. C'est de pouvoir abriter des chauves-souris, qu'elles soient connectées à une forme de technologie et qu'elle ait un look artisanal. Donc j'ai pris simplement une petite référence de chauve-souris, une maison, pour que vous ayez l'essence même de l'idée. Et j'ai fait quelques croquis qui me donnaient envie d'explorer le thème. Voilà, donc euh, je vais zoomer un petit peu. Hop, voilà. Donc un petit personnage. Ensuite, on va passer à la suite. Hop. Donc tout d'abord, quand je design quelque chose, j'essaie de revoir mon brief et de déterminer les éléments un peu forts euh, dès le début. C'est-à-dire que je vais pas aller chercher en référence une maison qui est classique, on va dire. Je vais déjà, à partir du moment où je vais faire de la recherche, essayer de trouver quelque chose qui me parle, qui a une forme atypique, un fonctionnement atypique. Euh, voilà. Donc c'est ce qui va m'inspirer le long du processus, à savoir que la quantité de références, là je suis parti sur quelque chose de très très minimaliste, une référence, mais après on vient dans notre métier combler toutes ces euh, ajouter des informations avec plus de références, plus ou moins précises, pour pouvoir faire des propositions qui ont des pistes et des axes différents. Euh, voilà, donc là j'ai pris une seule ref pour que ce soit évident à expliquer. Euh, donc en fait, en général, je vais chercher ma référence. Je me garde toujours dans un coin, comme vous pouvez le voir ici. Hop, tac. Alors, tac. Ok, là, super. Ici, je me garde souvent les contraintes. Comme ça, quand je dessine, je peux me dire, ok, est-ce que je suis toujours en, en relation avec ces éléments-là? Et ça me permet en fait de ne pas designer les choses avec une logique qui est linéaire, mais plutôt une logique qui tourne. Et donc, là, j'aurai mon brief, admettons, et là, j'ai toute la phase de concept. Ça me permet de vérifier tout le long du processus euh, que je, que je respecte bien les contraintes. Voilà. Donc, j'ai ma référence. J'ai pris un pigeonnier, donc c'est des petites maisons qui ont été construites pour héberger les pigeons voyageurs à l'époque, si je dis pas de bêtises. Ce que j'aime faire, c'est faire des petites recherches sur à quoi ça sert. Euh, J'essaye de chercher aussi d'autres formes, d'autres types de pigeonniers. Euh, et en fait, là, ce que je trouvais intéressant, c'est que bon, bah, ça respecte déjà deux de mes contraintes, ce qui est plutôt pas mal. Et j'ai plus qu'à ajouter voilà, la partie connectée. Donc ça peut être des antennes, des câbles, peu importe. Ça, on y passera plus tard. Et en général, j'ai plusieurs méthodes que j'essaye d'appliquer à la suite. Et dans un premier temps, je vais essayer de m'approprier le sujet. Donc c'est un peu la partie la plus facile, entre guillemets, parce que j'ai déjà les réponses à mes questions sur ma référence. Donc je commence en général par, OK, comment je vais faire pour déconstruire l'objet de ma référence. Donc, je vais me dire quelles sont les formes primitives qui composent ma maison. Donc, ça va être un cube, une sorte de parallélépipède. Hop. Par-dessus, on va avoir
euh, un triangle, hop, tac, avec des pieds, tout simplement. Voilà. Donc j'essaie de déconstruire ce que je sais et ce que je vois aussi. Hop, voilà. Je vois aussi que les niveaux de détail sont répartis de manière assez harmonieuse. Ça crée de l'intérêt visuel. Donc, si je devais montrer un petit exemple, euh, on va avoir sur notre même référence un gros bloc ici, la structure que j'appellerais le big, donc c'est les plus grosses formes. Ça va être la silhouette générale. Hop. Et ensuite, on a plusieurs niveaux de détail qui viennent s'incruster à l'intérieur. Là, on va avoir la taille moyenne, hop, qui va être ces éléments-là, admettons. Ces éléments-là, hop, et le small, qui va être plutôt les petits détails qui vont faire que la silhouette se détache un petit peu par endroit. Tac, voilà. Des petits détails comme les fenêtres et, les matériaux aussi. Voilà. Donc j'aime bien penser à tout ça le plus tôt possible parce que pour moi c'est l'outil principal pour designer des éléments de décor, que ce soit des petits ou des gros objets ou des paysages complets. J'essaie de hiérarchiser les éléments, de les déconstruire, de les hiérarchiser et ensuite de me poser des questions stylistiques. Donc le style, bon, selon moi, évidemment, enfin, il y a plein de visions de qu'est-ce que le style et autres. Ma vision des choses, c'est à quel point on va exagérer, altérer, modifier ou simplifier des éléments de la réalité euh, pour aller dans une direction stylistique qui convient à un projet. Donc, par exemple, si on est dans de l'animation très très stylisée, peut-être qu'on va avoir des formes très très exagérées comme on peut le voir ici. Peut-être que dans d'autres productions, on va avoir quelque chose de beaucoup plus modéré comme là. Voilà. Donc, pour moi, le style, c'est ça, c'est un aspect du style. On a aussi le travail de la couleur, de la lumière, des matériaux, euh, énormément de petites choses qui, une fois accumulées, vont créer une identité très forte. Donc voilà, j'aime bien me poser la question de dans quelle direction, quel est le style que je veux pousser sur ce concept. Mais dans une production, souvent on a déjà des documents de direction artistique qui vont nous dire, OK, si on a des angles, ils vont être très marqués. Dans d'autres productions, on va dire, OK, il n'y a pas un seul angle qui n'est pas biseauté, donc un petit peu abîmé. Euh, il y en a d'autres qui vont dire, OK, la lumière, elle est plutôt réaliste dans notre production, mais nos formes sont super primitives. Voilà, il y a plein de composants qui font que, euh, que plein de productions ont plein de styles différents. Donc ça, une fois que c'est fourni par une entreprise ou par un directeur artistique, l'idée, ça va être d'identifier et de comprendre quels sont les éléments qui composent le style d'une production et comment est-ce que moi, en tant que concept artiste, je vais m'adapter pour euh, euh, être fidèle en fait à ces contraintes. Et cependant, dans la partie du développement visuel, on peut avoir beaucoup plus de liberté sur le style. On peut aussi nous décrire l'univers du projet et ensuite, nous, on va faire de la recherche, essayer des styles un petit peu différents pour que l'équipe créative puisse se dire, OK, on veut aller dans cette direction, et ensuite on va affiner les éléments, peut-être établir des documents de guidelines qui vont dire, OK, je traite les formes de telle manière, je traite les couleurs de telle manière, je traite les matériaux de telle manière. Et sur le rendu final, on va réussir à aller dans des directions qui sont souvent surprenantes. Même si la réalité des choses fait que dans une production un peu plus grosse, on a tendance à souvent se retrouver dans des choses qui sont plus conventionnelles et moins avec des partis pris moins forts. Et ensuite, il y a le storytelling qui va être euh, qu'est-ce que mon concept raconte. Ça va pas être une histoire complète, mais ça va être designer des petits éléments qui viennent donner un contexte à ce que je design. Par exemple, là, je suis parti sur la chauve-souris.
chauve-souris, l'image qu'on se fait d'une chauve-souris en général, c'est quelque chose qui est une créature qui a des ailes qui sont potentiellement plus anguleuses qu'un papillon. Donc je sais que quand je vais commencer à designer les choses, je vais aller dans une direction qui est beaucoup plus anguleuse, beaucoup plus sharp que si c'était pour un papillon ou un oiseau plus classique, on va dire. Donc je vais essayer d'incorporer des éléments. Là, mes éléments, en fait, ça va être le storytelling au travers de, euh, voilà, est-ce que il est connecté? Oui. Si oui, comment? Est-ce que c'est de la haute technologie? Est-ce que c'est euh, quelque chose de très rafistolé, bricolé? Beaucoup de choses me disent dans ce brief que je peux aller dans une direction euh, qui est plus proche du bricolage, puisque le troisième mot-clé, ça va être artisanal. Donc on va plutôt penser à quelque chose de fait maison, d'un peu bancal, euh, qui est peut-être maladroit, euh, mais qui doit quand même pouvoir abriter des chauves-souris. Voilà. Donc ces composantes-là, elles sont, pour moi, c'est les plus importantes. Par contre, à l'intérieur de chacune, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que le big, medium, small, là, qu'on retrouve ici, ça peut aussi s'appliquer à la couleur. On peut dire, OK, la majorité de mon design va avoir telle couleur. Ensuite, le niveau de détail moyen de mon concept euh, va être de telle couleur. Et les petits accents de détail vont peut-être avoir d'autres types de couleurs. Ça s'applique aussi à la composition, ça s'applique aussi au rythme, euh, aux formes, un petit peu tout finalement. Voilà. Le style, c'est pareil. Beaucoup de composantes à l'intérieur. Voilà. Donc là, en gros, première étape, en général, je vais break down mes shapes. Hop. Et ensuite, je vais jouer avec tout en les gardant. Hop. Pour essayer d'avoir des types de formes différentes de manière très 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 simple. Je cherche pas à bien dessiner sur cette étape-là, j'essaye surtout d'explorer les choses, de me dire ok, comment je joue avec mes formes comme si c'était de la pâte à modeler, comment je les étire, comment je les compresse pour chercher des formes. Et ce qui m'a emmené petit à petit vers euh, quelque chose de plutôt réaliste entre guillemets ici. Ensuite, je suis allé dans quelque chose d'un peu plus atypique, puis encore un petit peu plus. Et ensuite, j'ai essayé de pousser chaque élément le plus loin possible dans les extrêmes, même si j'aurais pu aller encore potentiellement plus loin, hein, mais euh, tout en visant un style qui me convient. Voilà. Donc là, j'aime bien le côté bancal de cette maison-là. Euh, J'aime bien le rapport de forme qu'on retrouve dans cet élément-là parce que il y a un bon équilibre des shapes, dans le sens où j'ai euh, une grande forme ici, hop. J'ai des formes de taille moyenne qui sont hop, surprenantes. Et pour finir, j'ai des éléments de taille petite qui vont donner de l'échelle et un sens du détail à ma structure. Je pourrais pousser le concept plus loin hein, en disant ok, il y a des millions de fenêtres, voilà, pourquoi pas. Quels vont être les éléments qui dépassent un petit peu et qui vont créer de l'intérêt visuel euh, à mon bâtiment. Et en général, j'essaye de bien déconstruire ces éléments-là pour que le spectateur il soit toujours surpris ou amusé ou intrigué par les formes. Et si je devais pousser un peu la chose, c'est que si j'ai un concept, admettons celui-ci, hop, et que je veux le pousser, je vais, euh, pour le designer, je vais le faire de face. Hop, hop, tac. Admettons. Et je vais essayer de théoriser ce que j'ai dessiné. Donc, à la fois
dans le sens de la largeur, je vais essayer d'avoir hop, un rapport d'échelle qui change, donc petit, petit et moyen au milieu, mais aussi euh, dans la verticalité, où je vais avoir du petit ici, du grand ici et du moyen ici. Et après, je vais dire, OK, comment est-ce que j'itère là-dessus? Eh ben, peut-être que dans la largeur, mon concept, il n'est pas encore assez original. Il n'est pas encore assez rythmé. Donc, je vais peut-être faire une autre forme. Hop, avec des éléments qui vont être plus exagérés. Tac, admettons. Et les éléments qui vont être ici vont être plus petits. Ce qui va faire que je vais avoir plus de décrochage. Donc ici, par exemple, c'est relativement régulier. Ici, on va vraiment créer du rythme. Hop, voilà. Et si je break down à nouveau mon bâtiment, je vais garder du medium, du big et du small ici. Par contre, ce que je vais gagner, c'est du big là, du medium là et du small ici. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Par contre, quand on va passer sur la conception en perspective, c'est là que les défis deviennent un peu plus challengeants. Comment est-ce qu'on va faire fonctionner une structure à la fois en ayant théorisé et déconstruit les formes, euh, tout en faisant que c'est réalisable techniquement. C'est-à-dire quand on va le modéliser en 3D, si je donne pas les informations de profondeur, c'est beaucoup plus technique pour un 3D artiste par exemple ou un maquettiste de garder cette harmonie et ce sens du design qui est plus fort. Donc en général, première étape, ça va être vraiment de explorer le thème, essayer de faire quelques formes, et ensuite je vais faire un premier croquis qui se rapproche quand même pas mal de ma référence, mais qui a déjà un sens du design avec des formes élancées, du rythme, un rapport d'échelle, euh, qui va aussi euh, interagir avec hop, les éléments de mon brief. Voilà. Donc connecté, on a quelques antennes, voilà, qui pourront être poussées ensuite. Artisanal, je pense surtout à les briques qu'on retrouve au niveau des pieds et l'aspect élancé du bâtiment qui donne une sensation d'instabilité légère et bah, l'abri qui est plutôt facile à représenter pour le coup. Voilà. Donc ensuite, une fois que j'ai fait ça, en général, je pousse un petit peu le truc plus loin et j'essaie de me refaire des petits briefs qui vont euh, aller dans des directions parallèles, donc qui correspondent au même brief global, hop, mais euh, qui vont quand même dans des directions un petit peu différentes. Donc là, j'ai essayé de pousser les shapes un peu plus, toujours avec cette idée du rythme, du big, medium, small. Euh, Ensuite, j'ai fait une autre vue en me disant qu'est-ce que ça donnerait si mon bâtiment il était vu avec une caméra de dessus, enfin, isométrique. Euh, et donc je me suis mis en petit brief pigeonnier plus machine. Bon bah, je suis resté sur l'idée du pigeonnier. Et ensuite j'ai ajouté des éléments qui font penser à des machines. Donc voilà, simplement des ventilations, de la fumée, des boîtes en métal qui seraient accrochées à la maison et qui l'alimenteraient. Voilà. Hop. Donc on a aussi les paraboles. Euh, Ensuite, j'ai essayé de pousser une autre piste qui était plus proche de celle du vampire de la cape euh, de la falaise. Ce qui était intéressant dans celle-là, en fait, c'est que ça me permettait d'avoir un contexte qui était déjà pensé en amont, donc la falaise. Et si j'avais poussé cette idée-là, j'aurais pu jouer vraiment avec les formes de la falaise pour créer quelque chose de très vertical, très très impressionnant. Hop. Avec une maison qui est très perchée et une silhouette qui vient se dégager de manière très très forte et reconnaissable.
Voilà. C'est pas une piste que j'ai décidé de pousser. Euh, et ensuite, j'ai essayé quelque chose pour l'aspect artisanal qui était plus proche de certains temples dans les jeux vidéo, typiquement dans Zelda. Donc là, l'idée c'est que j'ai gardé ce côté artisanal avec quelque chose de fait main, mais qui est un petit peu bancal, des pierres qui sont très primitives avec des gravures potentiellement, qui seraient vraiment l'abri de la maison, et les paraboles qui donnent cet aspect connecté. Ce que j'aimais pas trop dans ce design-là, c'est que les trois éléments étaient un peu difficiles à marier. Je pense que c'était faisable, mais j'ai pas décidé de pousser cet aspect-là. Et si je devais être un peu critique avec moi-même, je dirais que c- ça mériterait une passe de design supplémentaire parce que le rapport entre les étages est très équilibré et c'est un peu dommage. Voilà. Euh, donc ça aurait été cool d'avoir peut-être une plus grande portion hop là, plus grande portion de support pour les piliers, une, un support enfin une section de roche peut-être plus étroite, et ensuite les paraboles qui viennent créer vraiment du volume pour avoir toujours trois niveaux de largeur aussi, quoi. Mais bref. Donc voilà, j'essaie de penser aux matériaux. Donc là, de la pierre, de la brique, des paraboles. Là, on a de la roche. Mon bâtiment avec peut-être des structures en bois à certains endroits. Euh, et la cape. Pareil, le style, il intervient là-dedans, c'est comment je vais représenter la cape. Est-ce que je vais faire quelque chose qui est plutôt réaliste et accroché à des points avec des drapés, admettons, et des plis qui rendent la chose un petit peu plus réaliste? Euh, alors comme une cape avec peut-être un visage, je sais pas, mais hop. Ou est-ce que je vais dans quelque chose de très stylisé euh, euh, qui pourrait être plus de l'ordre du dessin animé? Donc j'essaie de penser aux matériaux, j'essaye de penser au langage de forme. Donc là, ça va être à chaque dessin, j'essaie d'avoir un parti pris de forme. Donc ici, j'ai des formes qui sont plutôt carrées, voilà, qui représentent un peu la stabilité, et ovales pour les paraboles. Ici, j'avais quelque chose de beaucoup plus élancé avec du triangle, beaucoup. Tac. Et ici, j'ai essayé de mélanger hop, triangle, carré et de l'arrondi. Donc ça, en gros, c'est un peu des outils pour changer la manière de dessiner des artistes. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ok, si j'ai un bâtiment en forme de feuille, avec une thématique autour de la feuille, je peux peut-être déconstruire certains éléments et dire, ok, avec cette forme-là, et peut-être celle-là, je vais essayer de designer quelque chose. Là, on est sur du très primitif parce que les concepts sont pas très élaborés. C'est de la recherche. Et du contexte. Est-ce que mon bâtiment il est posé sur l'eau? Est-ce qu'il vole? Est-ce qu'il flotte? Est-ce qu'il est perché sur une falaise? Est-ce qu'il est stable? Est-ce qu'il est instable? Voilà, j'essaie de penser à tout ça. Et pareil, cette étape-là, j'essaie pas de mettre la pression, j'essaie pas de bien dessiner, j'essaie juste de poser des idées, sortir un peu les premiers trucs qui me viennent en tête, et ensuite je vais essayer de développer tout ça. Hop. Ensuite, je continue à faire du croquis, toujours en pensant aux matériaux avec des petites thématiques. Donc là, c'était plutôt la tour. On s'en va un petit peu des formes comme celle-ci, et on est plutôt dans quelque chose de cylindre plus parabole. Je trouvais que j'ai pas choisi cette piste parce que je trouvais que ce combo de formes était trop euh, attendu. C'était pas assez surprenant. Donc j'aurais pu faire une nouvelle version euh, avec des formes un peu plus fortes, un triangle, peu importe. Mais j'ai décidé de continuer à faire des recherches pour explorer un maximum de choses et après faire mon choix. Ensuite, je me suis orienté vers du coup les ailes de chauve-souris, donc essayer de développer ce pattern-là, et en pensant aux matériaux. Ça aurait pu être du bois qui est connecté à de la toile, par exemple.
Ici, plutôt des tuiles. Voilà. Pareil, sur une itération, j'essaie de changer les petites formes. On est plutôt dans quelque chose d'arrondi. Là, on est dans quelque chose d'un peu plus carré. Là, j'ai essayé de reprendre ce principe de tour, mais tout en pensant à la silhouette globale d'une chauve-souris. Tac. Elle aurait même pu être à l'envers d'ailleurs. Euh, et ici, donc, tête et parabole, je me suis dit que je trouvais certains éléments et certaines formes intéressantes sur les croquis d'avant. Typiquement cette espèce de chapeau. Hop. La tête de chauve-souris que je trouvais cool sur la version d'avant. Hop. Et toujours essayer de penser au rythme et aux formes. Donc là, par exemple, je dirais que j'ai plutôt ce type de forme-là, quelques carrés pour montrer les éléments qui sont plutôt stables, qui vont composer l'abri, et les éléments technologiques, les paraboles, qui vont être plutôt les éléments arrondis. Je garde toujours cette idée de rythme dans la tête. Hop, tac. Et évidemment, sur tous ces croquis, j'essaye toujours de penser le lien avec mes trois thèmes. Donc là, on a le côté artisanal, le fait que la structure, au lieu d'être parfaitement droite, elle va être genre un petit peu penchée, un peu imparfaite. L'aspect connecté avec des câbles, avec des paraboles, avec des machines, euh, et l'abri qui est identifiable grâce surtout aux fenêtres qu'on peut retrouver voilà, sur la structure. Hop. Ensuite, je vais sélectionner mon idée. Donc, par exemple, dans ce cas-là, j'aimais bien cette idée-là. C'est ce qui me parlait le plus. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, parce qu'en fait, ce qui est important pour moi, c'est que ça fit, que ça corresponde bien au brief. Ensuite, j'essaie de garder la liberté sur quelle piste je vais choisir. Mais dans une production, on va vous dire, OK, je préfère cette direction-là, elle correspond plus au scénario, à tels éléments. Euh, donc, le choix, il peut être influencé par l'équipe, mais dans ce cadre-là, j'essaie de pas être trop dur avec moi-même et de juste prendre celle avec laquelle j'avais le meilleur feeling. Ensuite, j'ai itéré dessus. Donc là, c'est le processus. On a passé le processus de recherche de référence, de première déconstruction des éléments, des premiers croquis qui vont explorer des formes, des croquis, la deuxième phase de croquis qui là va être plutôt de la recherche tout en de l'expérimentation, essayer de pousser les idées un petit peu plus loin, tout en restant en surface. Et là, je vais, à partir de ma sélection, essayer de faire de l'itération. Donc ça va être plutôt, OK, comment je fais pour avoir une base, comment je la décline dans des directions différentes. Voilà. Donc simplement, je me suis écrit les petits éléments. Ma base, elle est là. J'ai essayé de faire, en gros, de placer les éléments de manière différente à chaque fois. Euh, donc je vais faire des croquis de recherche toujours, et je vais essayer de penser à la fonction. En fait, est-ce que ma structure, elle est statique? Est-ce qu'elle n'est pas ambulante puisqu'elle est connectée? Si elle est connectée, elle est peut-être mécanique. Donc voilà, j'essaie d'y penser. Là, j'ai pris vraiment la piste de l'antenne et j'ai exagéré le truc avec une grande quantité d'antennes, ce qui est un petit peu paradoxal parce qu'une chauve-souris, euh, j'imagine qu'elle peut être perturbée par tout ce qui est ondes radio et autres. Euh, Ensuite, j'ai essayé d'explorer une piste beaucoup plus mécanique, avec un système qui peut faire que la maison, quand elle se déplace potentiellement, puisse se refermer. Voilà. Donc il y a une forme de logique, mais théoriquement, il aurait fallu peut-être penser à des sections pour que les éléments ils puissent se rétracter. Là, si cette maison-là devait se fermer, bon bah, il y aurait peut-être un problème voilà, elle dépasserait sûrement de la structure en bas. Hop. Mais bon, j'ai pas choisi cette piste, mais
Si j'avais choisi d'explorer cette piste-là, j'aurais essayé de penser un tout petit peu à la crédibilité et la fonctionnalité de la maison. Et ensuite, la piste de la maison ambulante, donc qui était un petit peu une de mes références avec le château ambulant de Ghibli. Voilà, donc j'ai exploré ça. Et j'essaye toujours de penser exploration. Je suis dans une démarche de recherche. Donc, chaque fois que je pose un dessin, j'essaye de faire quelque chose de différent après, de retenir ce que j'ai bien aimé, certaines des formes, euh, hop, et ensuite, dans ma proposition quasi finale, je vais essayer d'y intégrer tous les éléments qui m'attiraient. Ensuite, la pile, donc ça va être rendre quelque chose appealing. Pour moi, c'est toutes les composantes qui font le style, euh, si elles sont bien faites, si elles sont bien designées, si les choix qu'on fait, ils sont assumés et, euh, et pas tous. En fait, si on a 10 aspects qu'on veut développer, on va pas forcément essayer de théoriser et de pousser à l'extrême les 10 aspects. On en pousser que quelques-uns parce qu'on n'a pas le temps. Et ça demande beaucoup plus d'énergie aussi de faire quelque chose d'ultra complexe et élaboré. Donc en général, on pousse quelques aspects. Et pour moi, la pile, il vient plutôt de l'harmonie du design, de comment les shapes, comment les couleurs, comment la fonction, elle va être traitée. Mais ça peut être aussi plein d'autres aspects. Le rythme, le contraste, la profondeur, l'éclairage, ça peut être vraiment des tonnes d'aspects. La fonction, donc j'essaie d'y penser, et la silhouette. Donc j'essaie de me dire, ok, est-ce que si je plisse les yeux et que je remplissais ma silhouette là, hop, est-ce que ce serait reconnaissable? Donc ma réponse ici, elle est oui, mais c'est pas assez iconique. Donc je vais continuer mes explorations à partir de cet élément-là et itérer. Et ensuite on en arrive à là, où je vais essayer de proposer des petites variantes qui changent la silhouette. Et en fait, je me suis dit qu'ici, on avait quelque chose de très complexe, alors qu'on a déjà une structure qui est assez complexe en bas. Hop. Et ici, on allait vers quelque chose de beaucoup plus simple. Hop. Donc ça me plaisait pas mal. Et j'ai décidé de pousser cette piste-là. Ensuite, j'ai essayé de donc remplir ma forme. Ça me permet en fait pareil, de checker ma silhouette. Je vous montrerai ça sur la slide d'après. Et commencer à poser les couleurs. Donc, vous voyez là le croquis. J'essaye pas de faire tout parfaitement clean. J'essaye pas d'avoir un tracé qui est très très comment dire parfait. Je laisse juste l'aspect fait main artisanal entrer dans ma manière de dessiner. Voilà. J'essaye de poser aussi une petite intention de lumière pour me dire ok l'éclairage il pourrait venir d'ici. Voilà. Ensuite je pose mes premières couleurs. En général j'essaye de faire des choses qui se détachent bien, c'est-à-dire que si je passe en noir et blanc, hop, on a bien, comme le big, medium, small, on se retrouve avec bien trois types de teintes, de valeurs, hop, et une plus claire qu'on retrouve ici. Voilà. Et ensuite, je peux vous montrer un peu plus les étapes finales. Euh, la silhouette, qui est assez reconnaissable. Euh, ensuite, j'essaye de poser ma lumière. Ensuite, j'ai commencé à peindre. Donc là, j'ai fait une première passe de peinture. Tac. J'essaie de rester toujours synthétique, vous voyez, c'est genre. L'idée, c'est de pouvoir représenter des matériaux, euh, un éclairage, en utilisant le moins de pinceaux possible. Si je passe en noir et blanc, on peut, on peut voir qu'il y a vraiment deux shapes, ombre et lumière. Et on peut pousser ça à l'extrême et avoir beaucoup plus de niveau de détail. Mais mon parti pris à moi, visuel, c'est d'aller vers la simplicité. Pareil ici, quoi. C'est d'avoir vraiment une zone d'ombre, une zone de lumière. Hop. Donc j'ai poussé un petit peu la peinture et ensuite je l'ai mis en situation en me disant ok, si je la représentais en train de marcher, est-ce que les moteurs sont allumés? Est-ce que
on peut peut-être apercevoir quelques chauves-souris qui gravitent autour. J'ai ajouté un peu de storytelling en disant, ok, il y a déjà des chauves-souris à l'intérieur. Et je vais vous montrer un petit peu les étapes. Hop. Donc là, on a première étape où je vais faire un crayonné que je vais remplir. Ensuite, je vais remplir toute la zone que je vais coloriser avec une sous-couche de couleurs. Je trouve que ça apporte un petit peu de richesse dans les teintes. Euh, Ensuite, je vais essayer de poser toutes mes teintes de base que je peux tweaker, enfin modifier un peu plus tard. Vous voyez là, on voit, j'ai utilisé cette brush. Euh, Tac, tout simplement. Ça laisse entrevoir en fait la sous-couche. Donc je trouve ça toujours un petit peu intéressant dans la peinture d'avoir, de montrer en fait, de laisser les traces de notre façon de peindre en fait, de pas se retrouver avec que des aplats, que des trucs parfaits. Ensuite, je vais commencer à poser mes ombres-lumière qui respectent plus ou moins ce que j'avais juste avant. Et après, hop, je vais poser mes occlusions. Donc ça va être les ombres qui sont qui marquent des coins et des endroits où la lumière passe pas du tout. Et ça va venir vraiment détacher les éléments entre eux, faire dire que par exemple le toit ici passe bien devant la petite structure, que cet élément-là il est bien au-dessus. Voilà, ça me permet de bien détacher les éléments. Ensuite, on va avoir la première passe de rendu. Donc là où je vais peindre chaque élément un petit peu plus en détail. Vous voyez, on voit toujours un petit peu les petits coups de pinceau au travers. Tac. Je pose une ombre pour donner du contexte aussi à ma structure. Ensuite, j'essaie d'apporter encore du contexte et je vais travailler un petit peu mes formes, mes matériaux. Voilà, donner des petites informations. L'idée, c'est que dans ce concept, là où ça a été un petit peu difficile, c'était de bien répartir le niveau de détail. C'est-à-dire qu'ici, j'ai essayé de penser l'élément pour que, hop, ok, notre regard il puisse naviguer dans l'image, dans le design, avec bon, un visage, ce qui attire toujours le regard des humains, hop, mais une grosse fenêtre ici très sharp, très pointue, qui vient en fait nous emmener vers le bas. Bon, bah, toujours notre antenne. Ensuite, dans la densité des éléments, on peut voir que ici, c'est plus simple que cette zone-là, qui est plus simple que cette zone-là. Et pour pas rendre le design trop complexe, j'ai volontairement euh, laissé des zones de vide. Donc voilà, ici, ici, voilà, quelques endroits, pour laisser un petit peu de respiration. Si j'avais mis beaucoup d'éléments de design un peu partout, admettons là, si j'avais rajouté une ou deux boîtes, admettons, hop. En fait, on se retrouve très vite avec quelque chose de super complexe. Et là, j'ai essayé de rythmer les choses. Voilà. Ça, c'est important aussi. Et ensuite, rajouter du contexte. Background, de la fumée, tout simplement. Et sur la fin, j'essaie d'ajouter des petits accents de lumière. Donc ça dépend. Je passe par différents logiciels. Ça dépend du résultat que je recherche. Mais là, on peut voir que comme j'ai décidé de mettre un fond plutôt nuit, bleu et tout, j'ai ajouté des lumières. Donc là, on a ici, par exemple, des reflets de ce qui pouvait être le ciel, qui sont très exagérés, hein, bien évidemment, pour apporter un petit peu d'intérêt dans mes ombres. Pareil, dans la lumière, j'ai ajouté une sorte de halo lumineux. On peut peut-être mieux voir de loin. Hop, pour amener le regard un petit peu plus vers mon objet. Voilà.
Donc, globalement, j'essaie de travailler comme ça. Je récapitule un petit peu. Je vais faire une exploration de la thématique. Donc, je vais me renseigner sur les contraintes. On va survoler les slides à nouveau. Hop, tac. Mes contraintes, les éléments qui composent mon design, les références. Donc la phase de référence, elle peut être beaucoup plus vaste que ça. Les premiers croquis. Ensuite, je vais faire une deuxième phase de croquis, tout en pensant à d'autres contraintes. Euh, encore de la recherche. Et après, je vais commencer à faire de l'itération pour pousser mon design. Voilà. Et ensuite, je vais finir par la réalisation de mon idée. Donc ça va être plus pour vendre un petit peu le concept à un client. En général, quand on fait du concept art, on peut s'arrêter, ou du VizDev, on peut s'arrêter à quelque chose de, on peut s'arrêter à plein de sketchs comme ça. On peut nous demander d'aller un peu plus loin avec de la couleur. On peut nous demander de nous arrêter ici. Tout comme on peut nous demander de pousser le rendu et le style pour essayer de convaincre un petit peu plus le client. Donc voilà. Euh, j'ai le process aussi si vous avez des questions avec vraiment tous les calques. Mais en général, j'ai un processus qui est relativement simple. Je vais faire mon croquis. Je vais remplir un aplat pour pouvoir avoir accès à ma silhouette rapidement. Ensuite, je vais coloriser chacun des éléments indépendamment des autres. Et après, je vais poser mes ombres sur un calque en mode produit, euh, mes occlusions sur un autre calque en mode produit. Et après, je vais aller travailler mes lumières sur des calques souvent en densité couleur moins. Mais quand je design mes éléments, j'essaye de penser déjà à la couleur, la teinte qu'aura l'objet dans la lumière. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et voilà. Alors, merci beaucoup, Max, pour cette incroyable présentation. Bah de rien. Et, et merci à vous pour participer aujourd'hui avec nous. Et nous avons demandé et posé des questions. Et d'où nous regardez-vous? Et par exemple, Sarah nous regarde d'Iran, Thomas de Montréal, Anaël de Bordeaux, David de Belgique, Harry de Luxembourg, etc. Merci à vous. Et, ok, la première question, bon, c'est pas une question, mais je vais partager le message de David. Et je n'ai pas vraiment de questions, j'ai juste une remarque. C'est très intéressant de mettre des mots et méthodes sur un processus que l'on fait inconsciemment lorsqu'on recherche un dessin. Merci pour cette vidéo. Merci. Oui, en effet. En fait, l'idée c'est que j'ai l'impression que plus on évolue en concept art, plus on doit évoluer dans l'utilisation des mots, d'utiliser des termes qui sont précisément ce qu'on recherche. Là, les mots sont assez vagues dans le sens où, enfin, ils sont précis, mais un abri, ça aurait pu être un contenant, ça aurait pu être une maison. Il y a plein de termes qui auraient pu représenter ça. Et par contre, chaque mot a ses subtilités. Et même quand j'essaye de designer les choses, je pense, alors je le note pas forcément, mais j'essaie de penser à des petits principes supplémentaires qui vont orienter ma façon de dessiner. Voilà. C'est quelque chose qui peut nous amener en fait à réfléchir autrement. Si j'avais mis, au lieu de mettre parabole, j'avais mis antenne, les termes sont connexes, mais par contre, visuellement, les éléments auraient été très différents. Donc ouais, je pense que c'est assez important de mettre des mots sur chacun des éléments qu'on design et de se rappeler quelles sont les contraintes aussi. Et une question, où as-tu étudié l'art? Alors, j'ai étudié, Ton parcours? j'ai appris de manière quasi autodidacte jusqu'en Mhm. 2018, 2019.
Et j'ai fait juste une petite formation à Bordeaux qui s'appelle Artside. Donc c'est un an de online concept art euh, où les professeurs en fait sont des intervenants qui travaillent dans l'industrie et qui vont intervenir sur des cours au travers d'une plateforme en ligne chaque semaine. Donc quasiment chaque semaine, on avait un intervenant différent, avec un style différent, avec une manière de travailler différente, et ce qui m'a permis de développer énormément de processus. Ça, c'est un de mes process, mais euh, je peux utiliser de la 3D, je peux utiliser de la peinture, je peux utiliser du dessin. Voilà, j'ai pas spécialement de une méthode pour faire les choses. C'est ce que j'ai appris surtout là-bas. Et ensuite, j'ai directement travaillé. Donc j'ai appris le dessin un peu tout seul. Et Artside, ça m'a permis de me professionnaliser et d'apprendre un peu plus, euh, d'en apprendre un petit peu plus sur les contraintes dans le milieu du jeu vidéo, dans le milieu de l'animation. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Euh, Est-ce qu'il faut être uniquement fort en dessin ou est-ce que la capacité à comprendre, euh, c'est pas des contraintes de caméra, de gameplay, de style. C'est peut-être aussi important voire plus important que d'être super, super, super fort en dessin. Je pense que c'est bien d'avoir les deux, d'être excellent dans les deux, mais peut-être qu'avoir des bonnes idées qui sont connectées aux autres métiers de l'industrie, ça peut être un vrai plus, quitte à dessiner plus vite ou un peu de manière plus primitive, on va dire. Euh, alors qu'on peut se retrouver parfois à passer énormément de temps sur des dessins très techniques et tout. Mais par contre, on va perdre ou oublier un petit peu quelles sont les contraintes. Donc il y a un peu deux écoles, je dirais. Le mieux, c'est de savoir faire les deux. Mais j'ai l'impression que l'aspect contrainte de la production dans laquelle tu es, elle a 50% d'importance en fait. Voilà. Et Max, et quelles sont tes références artistiques? Chez les artistes, j'aime beaucoup ce que fait Alexandre Dibonne, euh, Minium, Danny Diaz. Après, je suis très influencé par mes amis aussi qui sont tous très très doués. Euh, voilà. Sinon, j'ai énormément d'influence dans les jeux vidéo, dans la bande dessinée, avec du Moebius notamment. Je m'inspire beaucoup du tatouage aussi. Voilà. J'essaye pas de me cantonner à seulement quelques autres concept artistes, mais aussi à d'autres pratiques. Mhm. Et, ok, autre question de Thomas. Quelle est la partie la plus compliquée pour toi? Pour moi, la partie la plus compliquée, c'est de fournir une grande quantité de recherche. C'est-à-dire que je suis plutôt à l'aise là-dedans, dans peindre les éléments, les rendre, euh, les rendre réels, concrets, en volume, en lumière. Et là où j'ai des difficultés, c'est quand on va me demander de faire, je sais pas, 30 croquis différents d'abris ou de maisons, 30 itérations différentes. Donc je dirais que la phase de début où tu fais tes premières recherches, elle est plutôt agréable parce que tu découvres le sujet, c'est super intéressant. Quand la partie où tu vas itérer et changer des petits éléments, euh, je la trouve beaucoup plus difficile parce que c'est plus dur d'avoir des idées qui sont à la fois élaborées et fortes. Typiquement cette phase-là, j'ai que trois pistes, deux qui se ressemblent. Et pour moi, là où c'est difficile, ça aurait été si on m'avait demandé d'en faire 8, admettons. Je sais que là-dessus, j'ai un peu plus de mal. Pour ça, j'ai des petites techniques. Je vais faire ma première phase, donc cette planche-là, admettons. Pour la planche d'après, je vais essayer d'aller repuiser des nouvelles références qui sont complètement différentes ou en tout cas qui sont très peu connexes à ce que j'avais avant pour essayer d'avoir une nouvelle vision, de dire ok, j'oublie ce que j'ai fait, c'est la partie la plus difficile. Et ensuite, je suis un nouveau-né qui découvre le sujet à nouveau et qui va proposer des nouvelles pistes. Ça, c'est un peu technique, je trouve. Voilà. Mhm. Et Emma demande le contraire. Quelle est ton étape préférée dans la création d'un concept art? Mon état préféré, c'est du coup souvent, c'est de peindre.
de peindre l'image finale. Euh, je dirais pas que c'est le process de peinture qui m'intéresse le plus, mais c'est peut-être que c'est satisfaisant de voir une idée devenir se matérialiser en fait. Euh, donc ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup, et c'est aussi un aspect sur lequel je me sens plus rapide en fait. Typiquement sur la proportion de tout le document. Euh, En fait, cet aspect-là, ça va être peut-être deux sessions de travail, donc peut-être 5-6 heures, je dirais, entre cette étape-là et cette étape-là, donc ce qui est relativement rapide. Par contre, tout ce qui va être les recherches avant, je vais peut-être utiliser 2 fois plus de temps. Voilà, donc peut-être 2 jours. Et du coup, cet aspect-là, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Mhm. Et autre question, combien de temps pour la réalisation de ces concepts ou ce type de concept? Ce concept-là, je dirais que je l'ai réparti en fait sur plusieurs sessions, sur un mois. Mais j'essaie de faire, en général, dans mon travail, j'essaie de fractionner un petit peu mes séances de dessin pour toujours rester, avoir du recul sur ce que je fais. Mais globalement, euh, je dirais que pour tout ça, j'ai mis peut-être 3 fois 6 heures, 3 fois 7 heures peut-être. Donc, je vais avoir la première phase où j'essaie de donner du contexte. Après, là, je savais aussi que j'allais le présenter, donc j'ai essayé de donner plus de profondeur mais typiquement, ces phases-là, pour du travail professionnel, les, comment dire, les passer. Je peux directement passer aux étapes suivantes qui vont être plus de la conception comme celle-ci. Donc, je dirais que c'est environ 2-3 jours pour tout ce document-là. Après, ça peut m'arriver en gros, dans des expériences professionnelles, tu vas faire plusieurs propositions et donc tu vas plutôt avoir des sujets qui durent une semaine, un mois, parfois 6 mois, hein, ça dépend. Et du coup, tu vas plutôt explorer la même thématique longtemps. Et donc, c'est là que tu vas vite. C'est là que quand tu es je sais pas si on me dit dessine des voitures, je vais apprendre à dessiner des voitures, je vais essayer de comprendre les voitures. Ça, c'est long. Une fois que tu sais un peu le faire et que tu commences à t'amuser, là, tu peux te retrouver à peindre ou dessiner des voitures euh, très vite, en fait, dans une journée. Mais, euh, mais ce qui est difficile, c'est de traiter un sujet du début à la fin rapidement, je trouve. Voilà. Mhm. Et sinon, le process de fin, donc on retrouve ici, ça doit être au total, ouais, peut-être 8 heures, une journée, à peu près une journée de travail. Mhm. Et autre question, c'est euh, pourquoi tu as choisi Clip Studio Paint pour faire concept art? Bah, j'ai eu l'opportunité d'essayer pour faire ce petit webinaire. Et ce que j'aime bien dans Clip Studio, typiquement, c'est la phase de croquis. Il y a un outil qui est vraiment genre l'outil de base. Voilà, je vais vous montrer. Je pense que j'ai. Ouais, ça doit être là-dedans. Hop, tac, hop. C'est le crayon, tout simplement. Ce qui est agréable avec cet outil-là, c'est que je trouve que le moteur, donc la façon dont il fonctionne, elle est vraiment cool. Euh, et en fait, il y a déjà une forme de lissage qu'on peut retrouver sur Photoshop, on peut régler pas mal de choses directement avec une option. Tout n'est pas réparti sur différents panneaux. C'est que là, j'ai la taille de mon pinceau, j'ai mon opacité qui est juste là, et j'ai pas besoin d'aller trifouiller à droite à gauche pour modifier des options. Je dirais que c'est pas forcément la solution la plus poussée pour du concept art, parce que dans le concept art, en fait, les outils, on va en utiliser des tonnes. Par contre, si je devais faire uniquement du dessin pur, peut-être que j'utiliserais majoritairement Clip Studio. J'ai l'impression que c'est très orienté illustration et dessin, plus que, je sais pas, de la 3D super poussée avec un rendu et des lumières super réalistes et tout ça. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est aussi que l'outil, il est plus simple et que j'ai pas besoin de quelque chose de super complexe. Typiquement, si je vais pour ce projet-là, j'avais besoin de un crayon
voilà, pour faire mes dessins, Mhm. et un pinceau pour peindre. Tac, voilà. Après, ça dépend. Des fois, au travail, typiquement, on utilise d'autres logiciels. Pour ce projet-là, ça peut m'arriver d'être sur un autre logiciel, de peindre un petit peu, d'exporter, de l'ouvrir sur Clip Studio, puis de réexporter. Enfin, ça dépend. Pour moi, il n'y a pas de vraie règle au niveau des outils. C'est plutôt, est-ce que tu es confortable avec? Si oui, prends-le. Et donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de l'essayer, quoi. Donc ça, c'est la partie qui était intéressante. Et il y a aussi un marketplace, une sorte de plateforme sur laquelle on peut aller télécharger nos brushes. Ça, c'est très cool. Parce que on a tous passé des centaines d'heures à chercher des brosses sur Internet. Là, ce qui est intéressant avec Clip Studio, c'est que tu as un hub avec directement des brosses gratuites ou des crédits que tu peux acheter pour t'acheter tes pinceaux et tu peux les importer directement et tout. Donc, c'est relativement intuitif, je trouve. Voilà. Mhm. Et, et malheureusement, notre temps est limité, Oui. mais on va passer à la dernière question de Aitio Maiko Yanso. Pardon, euh, ma prononciation. Bonsoir, merci pour toutes ces explications. S'il vous plaît, quel conseil donneriez-vous à une personne qui aimerait suivre vos pas en matière de dessin? Dessiner tous les jours et garder un rapport sain au dessin. C'est-à-dire que si tu vises des objectifs de devenir illustrateur ou concept artiste ou artiste, peu importe, l'idée c'est d'arriver à garder ça amusant et challengeant, stimulant, tout ce que tu veux. Je ne conseillerais pas forcément de commencer le dessin avec 7 heures de dessin par jour. Ça pour moi c'est vraiment le truc à éviter au début. Ça va être plutôt d'essayer de créer une sorte de routine qui fait partie de ta vie et d'avoir ton carnet sur toi, de dessiner ce que tu vois. Si tu vas te balader, si tu vas boire un verre, tu peux sortir ton carnet, dessiner 10 minutes, 15 minutes par jour. Et ce qui va être intéressant, c'est que tu vas créer une habitude de dessin et que le dessin, ça fonctionne beaucoup avec ça. Si tu dessines pas pendant 3 mois, ça fait très très bizarre quand tu reprends. Et ça va être plutôt un exercice physique et mental qui demande de la rigueur et de la régularité. Donc je dirais que c'est vraiment la première étape, c'est de garder l'amour pour le dessin et peut-être d'augmenter petit à petit les quantités pour voir si ça te plaît vraiment, si tu te sens d'en faire un métier et tout ça. Et ensuite, dans un second temps, ça va être commencer à se renseigner sur les différents bouquins, les différents artistes qui ont influencé le métier vers lequel tu veux te diriger et d'étudier des bouquins d'anatomie, d'étudier des bouquins de paysage. Mais pour moi, le secret, c'est plus de l'étudier dans la vraie vie, d'observer les gens qui marchent et les arbres qui bougent et essayer d'en tirer quelque chose, de dire ok, la lumière elle passe au travers des feuilles, qu'est-ce que c'est? Tu peux aller voir sur internet comment ça s'appelle. Euh, et ensuite, tes connaissances elles vont s'accumuler et petit à petit tu vas devenir plutôt une machine avec plein de connaissances qui vont faire que quand tu dessines, tu comprends ce que tu dessines. Voilà. Et après, troisième étape, comment j'utilise l'outil, la manière de dessiner pour correspondre à des contraintes de production. Donc là, c'est plutôt un exercice mental. Voilà. Euh, voilà, merci beaucoup pour tes sages paroles, Max. De rien. Et merci encore de votre présence aujourd'hui à toutes vous. Et avant de finir, je vais partager quelques dernières informations. OK. OK. Et s'il vous plaît, consultez notre site web ci-dessus où vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Clip Studio Paint, clipstudio.net/fr et graphicsly.com/fr. L'enregistrement de cette session sera partagé sur notre chaîne vidéo YouTube à Clip Studio Paint Channel et aussi Graphicsly. Et pour plus d'informations sur Max et le projet, et vous pouvez suivre Max Tronaut
Instagram et aussi ArtStation Marsona. Et merci beaucoup, Max, pour cette incroyable présentation. De rien, merci à tous ceux qui sont passés voir et voilà, c'était un plaisir. Si vous avez des Et questions, vous pouvez me contacter sur Instagram. exactement. Donc, merci beaucoup, Max. Merci à toutes vous. Et à la prochaine. Au Au revoir. revoir, salut.